Quelle est l'interprétation faite sur l'article 56 de la Charte des partis politiques lors de la transmission de la liste électorale à la Sénat par le COS-LEPI? Le nombre de centres de vote aurait connu une augmentation par rapport à 2016. Qu'est-ce qui peut justifier une telle augmentation sans la validation de l'Assemblée nationale, conformément à l'article 76 du Code électoral? Quelle interprétation faites-vous des dispositions de l'article 242 du Code électoral relatif à l'attribution des sièges? Quels sont les documents dont il faut se munir en cas de contestation ou réclamation des résultats? Comment peut-on prouver qu'un représentant de parti a été illégalement empêché de faire des observations sur le déroulement du vote? Si les représentants des partis ne sont pas autorisés à signer le procès-verbal, comment peuvent-ils signaler les irrégularités constatées et constituer les preuves? En quoi consistent les rectifications matérielles et les redressements ou annulations des suffrages? Monsieur le Président, qu'arrive-t-il si un candidat qui a demandé son quitus fiscal à temps, bien sûr, ne l'obtient pas avant le dépôt du dossier? Qu'arrive-t-il lorsqu'un candidat qui n'a pas obtenu son quitus fiscal à temps, en raison d'un montant indûment mis à sa charge, obtient gain de cause hors délai du dépôt des candidatures? Que pensez-vous de la campagne précoce et l'utilisation des moyens de l'État par la mouvance présidentielle? En dehors de ces questions, nous avons d'autres recommandations à faire. Nous voudrions qu'un séminaire soit organisé, un séminaire de formation à l'endroit de tous les acteurs intervenant dans le processus soit organisé pour un meilleur éclaircissement du processus. Je voudrais commencer par vous inviter, inviter chaque citoyen à considérer que notre démocratie est une démocratie majeure. Les préoccupations que vous avez exposées, exprimées, je le soulignais tantôt, sont d'une importance majeure. Mais ce sont autant de recours au sujet desquels, quelles que soient les réponses, cette réponse serait des décisions. Et vous imaginez que nous sommes, en tout cas dans la position qui est la nôtre, nous nous exprimons par voie de décision. J'aurais souhaité entrer dans le détail, mais seulement rappeler que en matière électorale, en ce qui concerne les élections législatives, deux dispositions majeures situent les prérogatives de la Cour constitutionnelle. L'article 81, alinéa 1er, juge de la validité. On va dire la validation a posteriori. C'est de la Cour constitutionnelle qu'on sait que les élections sont valides. Mais l'article 117 de la Constitution, dans l'un de ses points, dispose que la Cour constitutionnelle statue sur la régularité. Mais cette fois-ci, en cas de contestation, je voudrais que nous
nous comprenions, c'est sûr. Donc il y a la régularité. La régularité, c'est a priori. Vous êtes en mouvement, vous êtes sur le terrain, vous avez compétit. Il y a des contestations tendant à faire croire qu'il y a un souci de régularité. Le juge constitutionnel est appelé au thème de l'article 117 à statuer lorsqu'il y a contestation. Et donc, en l'absence de contestation, ou lorsque les contestations sont tranchées, le juge constitutionnel statue sur la validité du scrutin, article 81 alinéa 1. Si nous prenons ces deux poutres, la compétence de la Cour constitutionnelle, nous allons bien comprendre les dispositions que la Cour a prises. La première disposition, c'est ce que très tôt nous avons mis en place, à savoir, bien entendu, la transparence du contentieux constitutionnel, de manière générale. Je voudrais, à cet égard, vous informer que la manière de procéder par la Cour constitutionnelle ne va pas changer. Les débats seront publics, les débats seront contradictoires. Il vous appartient de vous doter des outils nécessaires dans un État démocratique pour convaincre la Cour. Il n'appartient pas à la Cour de vous convaincre. Il appartient à la Cour, il vous appartient de convaincre la Cour en cas de contestation. La deuxième chose, c'est la démarche classique, nécessaire, préventive, de concertation institutionnelle. Évidemment, ces concertations institutionnelles ont commencé. Pour les élections transparentes, bien entendu, il était possible à la juridiction constitutionnelle d'attendre qu'elle soit saisie ou que au moment où elle se prononcera sur la validité, qu'elle se prononce. Mais évidemment, j'avais évoqué tantôt la culture démocratique que nous avons, qui est une culture de démocratie tout aussi participative. Et c'est dans cette démarche institutionnelle que les rencontres avec la juridiction en charge de l'organisation du scrutin, ces rencontres ont commencé et ces rencontres vont se poursuivre. Et la troisième, bien entendu, c'est la démarche à l'égard des acteurs politiques. Vous nous donnez cette première occasion, mais nous reviendrons vers vous, bien entendu, de manière élargie. Tous les acteurs politiques par rapport auxquels nous allons exprimer ce que, évidemment, nous attendons de ces acteurs politiques, ce que les institutions en charge à la fois de l'organisation et du contrôle de validité, de régularité de l'élection attendent de chaque acteur politique. Vous avez été dans l'opposition comme nous le vivons aujourd'hui. Et tout à l'heure, vous avez dit que vous devez mieux faire que par le passé. Je voudrais dire que notre chef de délégation tout à l'heure a eu à formuler certaines recommandations, certains souhaits. Et vous avez précisé que dans le processus participatif, nous allons avoir des échanges avec la Cour. Je crois que ce qui est important pour nous aujourd'hui, c'est d'avoir une idée claire d'un certain nombre d'éléments avant leur mise en application. Et c'est ça qui va restaurer la confiance que nous pourrons avoir à la Cour. Ça veut dire que d'avance, le jeu est clair pour tout le monde. Si vous ne le faites pas, et nous sommes dans la confusion, et c'est après les décisions sortent, vous allez voir que ce que vous constituez, le garant de la paix et de la stabilité, ce rôle qui est vraiment le rôle numéro 1 au niveau d'une nation, ça veut dire que la Cour l'a raté. Vu votre parcours, vous pouvez donner vraiment
des raisons à croire que vous êtes différents et que vous pouvez faire les choses autrement. Vous savez, par le passé, nous avons condamné des décisions de 39 ans plus un jour égal à 40 ans. Nous souhaiterions que sous votre mandat, qu'il n'y ait plus ces choses, ces incongruités que nous avons dénoncées par le passé. Dans une compétition électorale, parce que compétition, ce sont les partis politiques qui animent. Sur le terrain de l'article 142. Encore une fois, sur lequel je ne veux pas, en cet état, en cette position, me prononcer et à faire de cette interprétation une décision. Non, nous n'allons pas sur le chemin du meilleur emprunter le sentier du pire. Non. Il est de bon ton que la loi qui organise les élections, qui est la loi des partis politiques, la loi de la compétition électorale, puisse faire l'objet de discussion déjà par les partis politiques. La vie est un arbitrage. J'ai beaucoup d'aînés parmi vous. À des moments donnés, on arbitre. Pourquoi ce serait la Cour constitutionnelle qui va réunir les partis politiques? Pourquoi ce serait nous qui allons vous dire dans un cadre qui n'est pas approprié l'interprétation que nous aurions de l'article 242 du Code électoral? Dans tous les cas, mesdames et messieurs, nous rentrons dans une phase, dans la phase électorale. La Cour prendra sa part et si elle est saisie et si elle apprécie l'opportunité d'intervenir dans un sens comme dans un autre, elle le fera. Et en ce qui concerne l'article 242 dont on a parlé, je pense que la Cour même n'a pas eu d'interprétation de l'article 242. Et l'article 242, comme tous les autres articles, c'est un article de la loi. Donc on a une lecture, chacun peut avoir une lecture de l'article 242. Donc la Cour n'interprétera que lorsqu'il y a difficulté. Donc, ensuite, l'interprétation que la Cour peut avoir à faire peut être aussi avoir pour fondement les interprétations que les partis politiques font. C'est un débat sur l'article 242. Les partis politiques font et leurs interprétations différentes. La Cour, une fois appelée à décider, peut s'inspirer de cela. C'est pour la première fois nous-mêmes, depuis notre arrivée, que nous faisons couvrir entièrement une audience. C'est parce que nous avons du respect pour vous et que nous avons du respect pour ce que vous incarnez et que nous avons du respect pour nos concitoyens. Et de ce point de vue, encore une fois, que nous puissions continuer, chacun dans son périmètre. Je voudrais donc vous formuler les vœux les meilleurs au titre de cette année 2019.